Donc, voici les affections du système gastro-intestinal, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, il y a vraiment deux grandes affections du maladie chronique inflammatoire de l'intestin. C'est la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Je vous invite à vraiment vous approprier ce tableau-là. Il est important, puis dans le fond, il va être questionné à l'examen, là, savoir c'est quoi qui est plus fréquent dans une ou l'autre là, des maladies. Donc, c'est important de l'apprendre. L'étiologie commune des deux affections, c'est une inflammation chronique du tractus gastro-intestinal. Il y a des périodes de rémission entrecoupées de périodes d'aggravation. Donc, sous forme, dans le fond, de poussée rémission. Fait que la personne, dans le fond, elle va bien, puis à un moment donné, elle a une crise, puis là, ça revient à la normale, puis là, elle refait des crises. Fait que c'est vraiment ça, les deux maladies. C'est des maladies qui sont auto-immunes, mais on ne sait pas sont causées par quoi. C'est des causes inconnues. Euh, Ils apparaissent les deux généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Puis les deux sont caractérisés par des poussées dans la soixantaine. Il n'y a pas de traitement, dans le fond, connu pour spécifiquement les deux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est seulement des traitements qui vont aller, dans le fond, traiter l'inflammation, puis ils vont obtenir un maintien de la rémission là, de la personne. Puis dans le fond, s'il y a des complications, il y a un fort risque pour les deux maladies d'avoir recours à la chirurgie. Les facteurs de risque pour les deux maladies, c'est une prédisposition génétique ou une réaction immunitaire, dans le fond, causée par l'environnement ou une bactérie ou une inflammation intestinale. C'est le fait d'être caucasien, juif ou une population sud-asiatique, d'être issu d'un milieu urbain, donc habiter en ville, avoir des facteurs environnementaux tels que le tabagisme et le stress. Euh, L'alimentation, dans le fond, qui est riche en sucres raffinés, acides gras polyinsaturés et oméga 6. Les médicaments comme les INS et les contraceptifs oraux, les antécédents familiaux. Dans le fond, le plus grand facteur de risque, c'est ça, les antécédents familiaux. La prise d'antibiotiques qui entraîne, dans le fond, des changements dans le microbiote intestinal. Bon, on commence par la maladie de Crohn. Ça touche dans le fond toutes les parois intestinales, à n'importe quelle partie du tractus intestinal, de la bouche à l'anus, mais c'est surtout au niveau de l'iléon puis du côlon. C'est des lésions qui sont discontinues, donc lésions avec tissu sain, avec lésions avec tissu sain. C'est vraiment comme on voit là, sur la photo là. Il y a des ulcérations qui sont profondes et longitudinales. Elle pénètre dans le fond dans le îlot de la muqueuse enflammée. Puis ça a une apparence typique de pavé. Mettons quand on va faire l'examen, là, quand on va aller faire la colonoscopie là, par capsule, en tout cas l'endoscopie par capsule, on va pouvoir voir là, que c'est typiquement pavé. Puis, dans les régions enflammées, dans le fond, il peut avoir des rétrécissements, puis ça peut même jusqu'à amener une obstruction complète de la lumière intestinale. Ça peut causer aussi des fuites microscopiques, ça peut entraîner aussi le contenu de l'intestin à l'extérieur, dans le fond, ou plutôt dans la cavité péritonéale, puis ça peut causer, dans le fond, des dommages. Les complications associées à la dicrane, c'est les abcès, les fistules, les péritonites, les accrocordons autour de l'anus, un épaississement de l'intestin qui pourrait causer, comme j'ai dit, une obstruction de l'intestin. Puis si l'ilion est touché, il faut comprendre que l'ilion sert vraiment à l'absorption de la majorité des nutriments. Eh ben en fait, il peut avoir des troubles nutritionnels, une perte de poids importante, de la malabsorption des lipides. Il peut même amener à une anémie. Sinon, si dans le fond la personne contracte le C difficile, ça va vraiment augmenter les incidences et la gravité de la maladie. La colite ulcéreuse, elle, dans le fond, elle commence couramment dans le rectum, puis elle va se déplacer vers le caecum.
surtout dans le fond au niveau du côlon puis du rectum. Il peut avoir une possibilité d'une légère inflammation de l'iléon, mais c'est moins la partie touchée là au niveau de la colite ulcéreuse. Il peut avoir une inflammation puis des ulcérations qui touchent surtout la couche de la muqueuse intestinale. Donc, la couche interne de la paroi intestinale, ça peut quand même faire des fistules puis des abcès, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Puis dans le fond, il va y avoir de l'eau et des électrolytes qui peuvent pas être absorbés par la muqueuse, ce qui va causer des importantes diarrhées avec beaucoup de perte de liquide puis d'électrolytes. Ça peut faire des dommages aussi au niveau de l'épithélium de la muqueuse du côlon. Ça peut entraîner aussi des dégradations, des pertes de protéines dans les selles. Dans le fond, les régions inflammées, ça peut former aussi des pseudopolypes. On va en reparler quand on va être dans le cancer du côlon, mais les polypes au niveau colorectal, c'est dans le fond, c'est comme une prédisposition pour développer un cancer colorectal. Les complications de la colite ulcéreuse, on va surtout parler de mégacolon toxique, qui est comme une dilatation du côlon importante. Puis ça, dans le fond, ça peut causer, là, comme vous voyez un peu plus loin, là, des hémorragies ou des perforations à cause de ça. Et sinon, on va parler aussi d'un risque accru de carcinome, donc une augmentation importante du cancer colorectal. Occasionnellement, il peut avoir des étranglements intestinaux. Sinon, ben, péritonite, fistule, abcès aussi, mais beaucoup plus rare. Sinon, aussi, là, c'est difficile pour augmenter l'incidence et la gravité de la maladie. Les manifestations cliniques communes des deux maladies, on a une poussée bénigne à grave avec des douleurs abdominales. Fait que les douleurs abdominales vont être présentes dans les deux cas. Il va y avoir des diarrhées dans les deux cas, modérées à graves. Modéré, on parle de 4 à 5 fois par jour qu'on va à la selle, tandis que grave, c'est 10 à 20 fois par jour. Il peut y avoir des selles sanguignolantes, des pertes pondérales, de la fièvre, de la fatigue et mucus dans les selles. Retenez le mucus dans les selles, là, c'est quand même important. Les manifestations cliniques de la maladie de Crohn spécifiquement, on va parler de perte de poids, surtout si le gras y est touché, les lions dans le fond, une masse, excusez, à la fosse iliaque droite, fièvre, segment rectal moins fréquent parce que dans le fond, ça touche pas nécessairement le côlon comme on a dit, mais des fois ça touche, donc ça peut avoir des segments rectales, mais surtout malabsorption et déficience nutritionnelle. C'est vraiment ça qui est important à retenir pour la maladie de Crohn. Sinon, la colite ulcéreuse, diarrhée sanguignolente, douleur et crampes à l'abdomen inférieur, beaucoup de diarrhée, douleur grave et constante, ça peut être causé par la perforation, fièvre et ténisme. On a dit que ça touchait beaucoup au niveau du côlon puis que ça remontait, rectum, côlon. Donc, le ténisme, c'est vraiment une sensation d'une pression puis d'une douleur, inconfort au niveau du rectum, comme si on avait envie d'aller à la selle, mais qu'on n'était pas capable d'évacuer. Donc, c'est vraiment comme désagréable. Je vous ai mis un peu la différence là, au niveau des lésions là, dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Les complications systémiques, je vous les ai mis. Donc, arthrite, polyarthrite ankylosante, inflammation oculaire, lésions cutanées, calculs rénaux, angiocolite sclérosante primitive ou calcul biliaire. Dans le fond, c'est des choses qui pourraient arriver qui soient des complications qui ne sont pas par rapport aux intestins, donc systémiques extra-intestinales. Pour les diagnostics, dans le fond, on peut faire tous ces tests-là. Ça peut, dans le fond, aller vérifier la gravité des symptômes. Sinon, on va quand même faire l'anamnèse du patient, les antécédents médicaux, puis l'examen physique comme dans toutes les maladies. Donc, on a FSC, contrôle des électrolytes, parce on n'oublie pas qu'avec une diarrhée, ben, on peut avoir des balancements au niveau électrolytique. Sinon, si la maladie est plus grave, on pourrait même avoir une perte d'albumine, donc une albuminérie. Puis là, ben, à ce moment-là, une malnutrition, une perte de protéines, ça pourrait engendrer beaucoup de conséquences au niveau métabolique. On peut vérifier aussi la vitesse de sédimentation,
La protéine C réactive, les leucocytes aussi qui pourraient être élevés dû à, dans le fond, l'inflammation chronique. Le ROSI ou le FIT test et la culture de sel pour déterminer la cause des diarrhées, mais aussi pour aller voir s'il y a du sang dans les selles. Dans le fond, le ROSI puis le FIT test, c'est comme la même chose. C'est juste que il y a certains centres qui ont décidé maintenant ils font le FIT test au lieu du ROSI, mais c'est pas mal le même test. Sinon, examiner les selles, évidemment, on va regarder dans les selles, voir si on voit pas du mucus. Comme j'ai dit, c'est très fréquent de voir du mucus dans les selles, du sang et du pus, possible, s'il y a une infection, évidemment. Puis les examens d'imagerie sont les suivants, mais je tiens, dans le fond, à vraiment comme mettre l'ampleur sur la sigmoïdoscopie et la coloscopie. Ça va être vraiment pour aller voir directement la muqueuse du côlon. Donc, on parle de la muqueuse dans la colite ulcéreuse. Puis sinon, une endoscopie par capsule. Dans le fond, c'est la personne, elle avale une capsule qui est comme à peu près gros comme une pilule, puis ça va vraiment faire tout le transit intestinal, puis ça va faire des images dans le fond de tous les intestins complets. Donc, on pourrait à ce moment-là diagnostiquer la maladie de Crohn là, grâce à cet examen-là. Mais sinon, les autres vont être utiles là, pour voir l'étendue des dommages, puis tout ça. La prévention, ben, on va demander, dans le fond, aux personnes qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin de faire des dépistages du cancer réguliers parce qu'ils sont beaucoup plus à risque, surtout s'ils ont contracté, dans le fond, cette maladie-là en bas âge ou ça fait plus de 10 ans qu'ils ont la maladie. Puis, on va aussi demander de faire des tests réguliers au niveau de la fonction biliaire et l'ostéodensitométrie aux 2 ans parce qu'il y a un risque élevé d'ostéoporose. Sinon, les processus thérapeutiques en interdisciplinarité, ben, dans le fond, ce qu'on va demander à la personne, c'est vraiment de faire un traitement pour aider la rémission, mais tenter la rémission le plus longtemps possible, diminuer l'inflammation, évidemment. Donc, on va demander de faire un repos intestinal à la personne quand elle est en épisode aigu. On parle de repos intestinal, donc on va pas manger d'aliments qui sont difficiles à digérer. On va essayer de favoriser des diètes liquides, des diètes très légères, là. Voire vraiment juste, comme je vous dis, juste prendre des liquides. On va essayer de maîtriser l'inflammation, ça peut être avec des médicaments. Si on a, dans le fond, un problème au niveau, on a une infection, ben on va combattre l'infection. Si on a un problème au niveau de la malnutrition, ben on va essayer de corriger la malnutrition, soit par une alimentation entérale ou parentérale. On va essayer de diminuer le stress parce qu'on sait que ça exacerbe beaucoup la maladie. Puis on essaie de soulager les symptômes, notamment la douleur, l'inconfort, tout ça. On essaie d'améliorer le plus la qualité de vie de la personne. Les processus thérapeutiques, ben c'est sûr qu'on pourrait opter pour des régimes là qui sont hyper caloriques parce que la personne a beaucoup de diarrhée, donc elle n'assimile pas toutes les calories, hyper vitaminiques parce qu'on a beaucoup de perte de vitamines, hyper protéinique parce que dans le fond, il y a une perte de protéines, à teneur faible en résidus parce que dans le fond, les fibres vont augmenter les symptômes de diarrhée. Puis le lactose aussi, on va essayer de l'éviter parce que souvent ça augmente aussi les diarrhées. Alimentation entérale, parentérale, comme je vous ai dit. Je vous ai mis la pharmacothérapie, mais je vous laisse la regarder de façon autonome. Repos physique et émotionnel, comme je vous dis, il y a beaucoup de problématiques au niveau de la gestion du stress pour ces maladies-là. Donc, on peut vraiment essayer d'aller jouer sur les facteurs stresseurs. Donc, on pourrait aussi demander une aide psychologique ou un groupe de soutien. Puis, dans des cas, dans le fond, où il y a beaucoup de complications, on va y aller vers la chirurgie. La thérapie nutritionnelle, dans le fond, elle va viser surtout à à fournir une alimentation adéquate, sans aggraver les symptômes. On va essayer de corriger puis prévenir la malnutrition. Puis on va essayer de remplacer les pertes liquidiennes et électrolytiques. Puis on va essayer aussi de prévenir la perte de poids parce qu'avec toutes les diarrhées, là, ça se peut que ça arrive. Les causes possibles des carences, ben, c'est surtout une diminution de l'apport oral, l'inflammation, les troubles d'absorption, les médiateurs inflammatoires qui réduisent l'appétit, la malabsorption des lipides qui favorise la diarrhée, la perte de sang et la malabsorption qui entraîne une anémie fériprive.
Puis la malabsorption de la cobalamine, ça c'est important à retenir, qui va entraîner une anémie pernicieuse, dans le fond, si les lions est touché. Vu que les lions vont pas être capables d'assimiler la cobalamine, mais on va tomber en anémie. Puis les traitements médicamenteux, dans le fond, c'est les sulfasalazines et les corticostéroïdes. Euh, Ce qui est à risque de causer la diarrhée, comme j'ai dit, c'est le lactose, les aliments gras, les aliments riches en fibres, céréales avec son, noix, fruits et le tabac. Donc, on va demander à la personne d'éviter ça. Et on peut y aller avec une alimentation entérale. Donc, c'est une option de choix parce que ça a un bon effet sur le microbiote intestinal, sur la flore dans le fond du côlon. Ça donne aussi des bonnes vitamines, des minéraux, des électrolytes, entre autres. Les nutriments, dans le fond, peuvent être administrés pour favoriser, dans le fond, la guérison, puis corriger la dénutrition de la personne. Puis les effets, il y a quand même des effets indésirables qui sont possibles. Donc, au prochain cours, je vais vous parler de, dans le fond, l'hyperalimentation parentérale. Mais sinon, c'est ce qui fait le tour pour les MICI. Puis, on continue, là, dans le fond, avec les traitements là, au prochain cours. Donc, merci.